Bienvenue dans cette nouvelle masterclass SIRH. Aujourd'hui, on va parler d'un point crucial dans le projet, la rédaction du cahier des charges. Et pour m'accompagner, je reçois Andrea et Bart. Andrea, je te laisse te présenter. Bonjour, moi c'est Andrea, je suis DRH de la société Scaleway. On est un cloud souverain et ça fait depuis 1 an et 3 mois que j'ai rejoint Scaleway. Et donc dans mon périmètre, j'ai la fonction RH et les services généraux. Ça marche. Combien de collaborateurs ? 600 collaborateurs. Et tu appartiens au groupe Iliad Free, absolument. Top. Et Bart. Salut Bart. Bonjour à tous. Donc Barthélémy, je travaille chez Factorial depuis 3 ans en tant que consultant SIRH, presque spécialisé cahier des charges. On va voir ça alors. Alors le cahier des charges, c'est quelque chose qui est pas toujours un automatisme pour tous les RH quand ils ont un besoin d'outillage. Et pourtant, on sait que sans cahier des charges, on a quand même de grandes chances de se planter à plusieurs niveaux, d'embarquer une solution qui ne va pas correspondre aux besoins, d'avoir des dérives budgétaires, pas mal de dérives. La question qu'on va se poser aujourd'hui, c'est quoi un bon cahier des charges ? Comment on s'y prend ? Qu'est-ce qu'on attend d'un cahier des charges SIRH ? Très bien. Déjà, pour commencer, il faut vraiment effectivement définir ce que c'est que le cahier des charges. Donc, c'est un document dans lequel on recense tous les besoins, toutes les attentes qu'on va avoir par rapport à un projet. Donc, il est important que ce cahier des charges soit structuré, bien constitué, de manière très claire, avec des informations, du coup, à l'intérieur documentées, pour qu'on puisse, du coup, l'utiliser comme base de travail. Et en fait, ce cahier des charges, il va aussi permettre ensuite le déploiement de la mise en place de la solution, donc au travers finalement des interventions des différents parties prenantes qui vont pouvoir aussi interagir. Donc c'est important de bien le définir parce qu'il va aussi permettre au moment donné, quand on veut faire un appel d'offres, de pouvoir avoir une base de données assez similaire pour pouvoir comparer tous les fournisseurs les uns aux autres, éviter des dépenses aussi, des dérives, parce qu'on pourra avoir oublié d'avoir chiffré un élément et donc de devoir le rajouter a posteriori, donc ce serait dommage d'en arriver là. Mais donc là, au moins, en constituant une base de données assez précise et claire, on évite toutes les dérives qu'il pourrait avoir en termes de budget, du coup, en termes aussi de contrôle qualité, parce que si on veut vraiment avoir un contenu de qualité, il faut s'en assurer dès le début. On peut aussi couvrir toute la partie réglementaire, s'en assurer au travers de ce cahier des charges. Donc voilà, d'une manière générale, c'est le document, la base, qui va permettre de pouvoir mener à bien le projet. Qu'est-ce que tu retrouves, toi, Bart, dans les cahiers des charges ? C'est quoi la structure type d'un cahier des charges ? S'il y avait un menu, par exemple, qu'est-ce qu'on aurait dedans ? Alors, pour avoir une vue d'ensemble sur l'ossature, je réponds un peu à côté de la plaque, mais pour donner du contexte. C'est normal, t'es commercial. Ce que j'ai observé en bonne pratique, côté entreprise qui émettent des cahiers des charges, c'est demander aux éditeurs des versions de cahier des charges, des templates en fait, que derrière, côté entreprise, on va venir consolider entre les différentes versions. Ça déjà, ça va nourrir dans l'élaboration du cahier des charges. Là, tu pars du postulat que les RH, à l'origine, n'ont pas la compétence généralement de faire un cahier des charges SIRH et de l'inventer en fait. Ils ont besoin au départ, alors sauf quand tu as déjà fait un projet, mais souvent, moi j'ai déjà des RH qui m'ont dit t'as pas un cahier des charges pour un LMS, t'as pas un cahier des charges pour un ATS, parce qu'ils savent pas par quel bout le prendre en fait. Donc ce que tu dis, c'est que l'éditeur va pouvoir pousser des modèles types, alors évidemment qui correspondent plus à sa solution. On le sait, il ne faut pas se leurrer, mais qui vont aider les RH à spécifier correctement leurs besoins. Évidemment, oui, et d'où l'intérêt d'en demander plusieurs. Si tu te contentes que d'un seul, tu risques d'avoir un cahier un peu trop guidé vers l'éditeur. On est d'accord, c'est généralement pour une équipe qui ne saurait pas par où commencer et qui aurait déjà contacté des éditeurs. Ensuite, je te rejoins, Andrea, sur le fait que c'est hyper important de solliciter plusieurs équipes. Pas seulement l'équipe RH, mais l'équipe, alors incontournable, l'équipe IT, la direction des services informatiques, et l'équipe aussi administrative et financière dans l'établissement du cahier des charges. Oui, la direction aussi. Je pense que pour justement identifier les axes stratégiques, c'est important d'avoir vraiment finalement des entretiens avec chacun des parties prenantes pour l'élaborer, puis aussi que ça réponde vraiment aux besoins internes de l'entreprise. Alors, moi, je vais vous dire,
si je devais faire un cahier des charges SIRH, je vais vous dire ce que je mettrais dedans et vous allez me dire si ça correspond, si j'en ai oublié. Donc je commencerai par effectivement avoir une couche, c'est quoi mes ambitions stratégiques ? Donc plutôt direction générale DRH, c'est-à-dire un chapeau de mon cahier des charges qui va poser tout de suite le contexte principal du projet. Première partie, ensuite j'aborderai la structure organisationnelle de mon entreprise pour expliquer clairement quelle est la population cible qui va bénéficier de cet outil. Ensuite, j'aborderai toute la partie, on va dire, fonctionnelle, métier. Quelles sont les fonctionnalités principales que j'attends, avec éventuellement des points réglementaires, conventionnels, légaux, etc. En troisième partie, j'aborderai la partie technologique, dans lequel j'intégrerai à la fois le schéma directeur de mon entreprise, SI global, en expliquant comment la brique SIRH va venir s'intégrer au SI. Et donc là, je fais intervenir la partie strictement DSI. Quels sont éventuellement les Active Directory en place, mon écosystème SI déjà existant et ce que j'attends en termes de contraintes technologiques et techniques, mes interfaces avec éventuellement d'autres outils, mes connexions SSO, etc., API, ainsi de suite. Et puis les impacts en termes, en dernier lieu, de reporting, c'est-à-dire les impacts que je peux avoir avec déjà les reporting RH attendus, les reporting comptables attendus, les reporting financiers attendus, de prod, etc., les interactions avec les autres parties prenantes de l'entreprise. Voilà ce que je mettrais à peu près dans un cahier des charges. Est-ce que j'oublie des choses ? Je compléterais bien aussi avec une notion de deadline, se définir aussi un rétro-planning. Tu mettrais le planning directement aussi, ouais. Oui, pour pouvoir vraiment se donner une idée de l'envergure du sujet et la partie aussi budgétaire, pour qu'on puisse aussi estimer si c'est vraiment des coûts qu'on souhaite prendre ou non. Et c'est aussi ce qui va permettre de prioriser par rapport aux différents éléments. Alors comment tu intègres la partie budgétaire ? Je l'intègre. Alors, ça dépend des appels d'offres qu'on peut faire, mais on peut aussi le faire en fonction des solutions qu'on veut déployer. On peut très bien lister. Alors, à ce moment-là, tu vas lotir ton projet, en fait. Exactement. C'est vrai que dans le cahier des charges, il faut aussi peut-être donner une importance à chaque chose en disant, par exemple, tout ça, c'est du lot 1, tout ça, c'est du lot 2 par rapport à un planning projet ou par rapport à une ambition même de dépenses. On a peut-être prévu une enveloppe de 10, 15, 20, 50, 100 cas, mais on va les déployer ou pas. Et donc, on va le demander à l'éditeur de répondre sur un ou même plusieurs lots des fois. Il n'y a pas d'obligation à répondre à tous les lots, mais on va les décomposer. Et même une bonne pratique que j'ai vue dans des cahiers des charges, alors plutôt sur Excel pour le coup, c'est d'attribuer via un système de points justement en fonction de l'importance de la fonctionnalité ou du lot. Et derrière, de pondérer avec les réponses des éditeurs sur un niveau de satisfaction, encore une fois, sur une échelle par exemple de 1 à 5. Ça permet aussi d'avoir une visibilité un peu plus précise et un niveau, une note globale pour comparer certains éditeurs. Christophe, ta version du cahier des charges, elle serait très complète. Andrea, est-ce que tu penses que finalement, certes, il y a un aspect interaction avec l'éditeur, mais surtout la plus-value, c'est de s'organiser en interne et de briefer des équipes et la direction dans, par exemple, la vision stratégique. Oui, en fait, c'est tout le travail préparatoire. C'est vraiment de pouvoir aussi l'établir et justement en tenant compte des parties prenantes et de la stratégie de l'entreprise. C'est indispensable, effectivement, pour le constituer. Alors, dans ce travail de cahier des charges, souvent, on a des points de blocage. Enfin, j'en ai remarqué, tu vois, par exemple, tu fais un projet, j'en sais rien, très développement des compétences. Tu vas te dire, voilà, on a besoin de ça. Ah, cette grille de compétences, je l'ai pas. Le cahier des charges, il permet aussi de retravailler soit des grilles, soit de retravailler des process. C'est aussi un travail, c'est pas juste une préparation à l'outil en soi. Le fait de mettre les gens autour de la table, ça permet aussi d'être un peu dans la création des futurs process de l'entreprise. Je pense qu'il ne faut pas se limiter à décrire des fonctionnalités bêtes et méchantes ou un réglementaire. Il faut projeter ça sur c'est quoi le process demain ? Quel va être le mode opératoire ? Qu'est-ce qu'on fait évoluer ? Parce que dire j'ai une table avec c'est pas le sujet en fait. C'est technique, mais le vrai objectif d'un outil, c'est de venir couvrir un process RH.
Oui, c'est ça, qu'il puisse évoluer dans le temps, parce que si c'est pour qu'il réponde à un besoin actuel, mais que finalement, dans 2 ans, on a décidé de doubler de volume, mais que le SIRH ne permet pas d'absorber. Voilà, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais c'est important de l'imaginer, de se dire, en fonction des différentes hypothèses, est-ce que cet SIRH va pouvoir s'adapter à nos axes ? Alors, par exemple, on avait discuté ensemble, tu disais, là, en ce moment, on fait évoluer des outils. La question que je me pose derrière ça, c'est est-ce que derrière un cahier des charges initial, est-ce qu'on l'utilise en one-shot juste pour le projet, ou est-ce que ce cahier des charges, on va le faire vivre dans le temps et s'en servir comme une base de référence qui en même temps sera une documentation interne pour les équipes RH. Tu vois, comment tu vois ça ? Moi, de la manière dont ça fonctionne, après tu me diras aussi de ton côté, nous, c'est vraiment un document de référence qu'on garde et qui est aussi un élément qu'on peut consulter en interne à tout moment. Et on garde quand même cette option, justement, quand on étudie un SIRH, la mise en place d'un SIRH, de se donner les différentes possibilités, justement au cas où, si à un moment donné, il va falloir déployer une solution. Le cahier des charges, il nous permet au moins déjà de savoir ce qui s'est passé dans le passé, comment ça s'est déployé, et d'aider justement le moment où on a besoin de le faire évoluer, de pouvoir s'y raccorder et voir un petit peu comment on peut faire en fonction de la méthodologie qui a été mise en place. Et même aussi avoir un regard critique. Est-ce que ça a été une bonne méthodologie ? Est-ce qu'il faut la faire évoluer aussi de notre côté en la mettant en place avec la nouvelle ? Donc ça nous sert de référence et je dirais qu'elle permet aussi de gagner du temps. Parce que quand il faut repartir aussi sur un projet, au moins déjà avoir quelque chose d'existant, ça aide déjà sur... Donc ça veut dire que tu le fais évoluer. Et on le fait évoluer. Ouais. Donc tu as tout finalement, tu peux suivre comme ça, traquer un peu l'historique. Alors il y a plusieurs façons de faire, parce que je sais aussi que certains éditeurs, enfin dans leur contrat, les RH leur imposent de mettre à jour le cahier des charges en fonction des fonctionnalités qui ont été déployées, etc. Est-ce que tu penses que c'est aussi une bonne idée ? Est-ce que réellement on peut arriver à faire évoluer un cahier des charges à la fois côté RH et côté éditeur, main dans la durée ? Non, ça fonctionne pas comme ça. C'est utopique. Et ce serait génial, mais c'est jamais le cas en fait, effectivement. Donc, ce qui est important, c'est déjà nous de savoir vers où on veut aller, et évidemment, quelle est la contrainte technique qu'on va avoir en face. Ça, c'est important effectivement de la documenter, de la détailler en amont juste. Mais c'est la RH qui garde la main sur. Oui. Son document. Chez nous, c'est la RH qui garde la main, mais évidemment, on travaille en étroite collaboration avec l'IT. Pour moi, c'est indispensable. Est-ce que ce ne serait pas un moyen, on en parlait dans l'épisode sur choisir son SIRH, de suivre aussi les évolutions roadmap qui ont été annoncées par les éditeurs ? Complètement. Parce que ça arrive souvent, on est d'accord, mais ça permet de challenger. Et non, je le vois aussi comme une feuille de route dans le déploiement sur des détails auxquels on aurait pensé en amont. Mais en fait, une fois qu'on est dans l'implémentation, peut-être qu'on va suivre le programme de l'éditeur et son rythme. Mais il y a des points, justement, sur lesquels on a besoin de revenir et qui avaient leur importance à ce moment-là et qu'on a besoin de mettre en perspective sur l'outil. Et une autre manière aussi un peu de contourner tout ça, c'est de regarder la compatibilité des systèmes RH avec d'autres outils, d'autres systèmes, parce que parfois, s'il y a des fonctionnalités qu'ils ne peuvent pas faire, si au moins ils peuvent être compatibles avec d'autres éléments, d'autres systèmes qui puissent faire des transferts automatiques, ça aide aussi au moins en attendant à se couvrir d'un besoin. Alors on peut peut-être aborder les points méthodologiques de rédaction de cahier des charges, parce que c'est pas quelque chose d'inné. Tu peux pas demander à n'importe qui de mettre à jour ton cahier des charges. Il faut que ce soit hyper clair et compréhensible du commun des mortels, mais en même temps que ce soit aussi compréhensible, des RH et de l'éditeur. Donc comment tu t'y prends ? Alors en fait, je dirais qu'il faut adapter sa méthodologie aussi un petit peu à l'entreprise. Donc il en existe plusieurs. Il y a par exemple la méthodologie qui consiste à confronter l'impact versus l'effort. Donc on peut se dire que par exemple pour un projet ou une attente, un besoin qui soit d'un faible impact mais un fort effort, on peut se dire que là on n'a vraiment pas intérêt à le prioriser. Par contre, un impact qui a un besoin qui a un fort impact et un faible effort, là on peut se dire qu'on a tout intérêt à le prioriser. Donc on peut déjà aussi partir de cette méthode-là. Ça peut fonctionner dans pas mal d'entreprises. Et alors, il y en a d'autres aussi. On peut utiliser la technique du Mosco, qui consiste à dire quels sont nos axes prioritaires et celles qu'on devrait mettre en place, celles qu'on pourrait mettre en place qui seront peut-être moins prioritaires, mais au moins identifiées, et celles qu'on n'a vraiment pas besoin dans un premier temps. Donc, ça permet aussi de graduer sur la priorisation. Donc, ça peut être pas mal pour des entités qui n'ont pas forcément les moyens de tout déployer, mais qui se laissent des marges. Après,
voilà, c'est vraiment adapté en fonction du contexte. Il y a des entreprises qui peuvent se dire, moi, mon axe stratégique, il est très important et peu m'importe le budget, il faut absolument qu'on réponde à toutes ces attentes. Donc là, c'est encore une autre méthodologie à mettre en place. Donc je dirais qu'il faut vraiment identifier quel est le besoin, quelle est l'attente pour ensuite adapter la méthodologie. Je sais pas si Qui gère ça au niveau de l'équipe RH? Parce que, ok, on va faire des réunions de travail, on va recenser, Qui met à jour le document? T'as un responsable SIRH? Oui, absolument. C'est le responsable SIRH qui va piloter tous ces éléments-là, qui va aussi consulter les différentes parties prenantes, et la direction générale notamment, pour justement vérifier qu'on ait bien une attente qui soit conforme aussi à ce qu'on va pouvoir déployer. Donc ça, c'est quand même un garde-fou, cette fonction. Complètement. Qui fait quand même le lien avec la DSI, enfin les autres services, les autres fonctions support en interne, qui va communiquer avec l'éditeur, qui est un peu le porte-parole et le point central du projet. Donc, beaucoup plus facilitant dans une entreprise, on va dire au-delà de 4, 500, 600 collaborateurs, parce que des responsables SIRH en dessous, j'en ai rarement vu. Même dans les grosses boîtes. Il n'y en a pas tant que ça au final. Je sais plus, on avait des chiffres, mais il n'y a pas énormément de responsables SIRH vraiment dédiés au sujet. Comment tu fais quand il n'y a pas? Je confirme, non, c'est les équipes RH, DRH ou RRH généralement qui occupent la double casquette, puisque finalement, c'est ces équipes qui sont chargées du déploiement et de la maintenance en quelque sorte en interne du logiciel. Mais est-ce qu'elles n'auraient pas intérêt à avoir un consultant ou une consultante externe qui joue ce rôle pendant un laps de temps, au moins dans les premiers mois, pour être sûr que le projet est structuré et que même le cahier d'échange est structuré correctement, parce que le responsable SIRH, il a cette double casquette fonctionnelle technique que n'a pas un RRH. Je dirais que ça dépend de la philosophie de l'outil qui est déployé. S'il est surdimensionné par rapport à l'entreprise, que c'est une trop grosse machine, effectivement, là, on va avoir besoin d'une ressource externe potentiellement pour venir m'assurer sur le déploiement. Sur un outil en SaaS comme Factorial et comme d'autres, par exemple, l'idée aussi, c'est qu'on veut rendre responsable et propriétaire de la plateforme les équipes RH pour qu'elles sachent s'en servir. C'est du plug and play, quoi. Ce que tu es en train de me dire, il n'y a pas de contraintes techniques. Complètement. L'idée, c'est d'aller vers des solutions où il y a de moins en moins de contraintes techniques pour se concentrer sur la réponse métier. Et que la solution, elle soit facilement installée et qu'ensuite, côté utilisateur, on sache l'administrer de façon assez fluide et sans besoin de 1000 allers-retours avec l'éditeur. Et du coup, ça veut dire, ça nécessite forcément qu'on ait beaucoup moins d'options possibles en termes de développement spécifique et d'ultra-personnalisation, ces modèles. Il n'y a pas de développement spécifique, voilà, typiquement, chez Factorial. On est sur un système standard où la charge de travail, elle va se concentrer lors de l'implémentation, où on a besoin de personnaliser un maximum sur une solution qui le prévoit à cet effet. Et on a besoin de former les utilisateurs, justement, dans ce paramétrage. Qu'est-ce que tu en penses, toi, des développements spécifiques Oui, moi, je suis assez d'accord avec cette méthodologie. Nous aussi, c'est aussi par ce biais-là qu'on est passé. Donc, oui, c'est vrai qu'avant, tu avais beaucoup cette attente de on a ça dans le cahier des charges, on veut que 1 égale 1 dans le produit. Après, je trouve qu'aujourd'hui, on est plus dans une solution packagée, standard. Et la question que je me suis toujours posée, parce que moi-même, je viens du monde des SIRH, j'ai fait de la MOA et côté éditeur pendant plus de 10 ans, c'est de me dire, mais finalement, des fois, on voit des cahiers des charges arriver qui sont terribles, tu vois. Quand tu les ouvres, tu te dis, waouh. Et au final, dans la pratique, l'impact, c'est 0, en fait, par rapport à la complexité qui est demandée, voire ça ne sera même pas utilisé. Et des fois, j'ai l'impression quand même que le manque d'expertise technique ou de vision de la part des RH, dont ce n'est pas le métier,
provoque ce genre de problème à terme. Tu vois ? Parce que c'est là où je reviens sur le fait, si c'est quelqu'un qui n'a pas une vision technologique, technique, une vision héroïste de son projet, c'est compliqué. Oui, mais je trouve que l'élément le plus important sur un projet SIRH, c'est plutôt la stratégie RH qu'on veut mettre en place sur le long terme, l'impact qu'on veut avoir. Et de là, on va pouvoir aussi choisir son éditeur qui saura prescrire des modules et surtout des façons d'utiliser le logiciel. Plus qu'un cahier des charges ça très revient technique. ce que je viens ça rejoint un peu parce que ça veut dire ok, mais on écoute quand même ce que l'éditeur a à dire. On n'est pas arc-buté sur un cahier des charges ultra complexe en disant bah non, nous on veut ça, tu vois. Et souvent c'est aussi ça le problème de on l'évoquait dans les masterclass précédentes, il y a souvent dans les projets on oppose l'équipe interne aux externes qui est l'éditeur en mode j'ai un bouclier, l'éditeur c'est pas mon pote, tu vois. T'as beaucoup ça souvent. Alors qu'en fait, il faudrait vraiment que l'équipe fasse une pour que le projet aboutisse le plus vite possible et dans les meilleures conditions. Ce que je pense aussi, c'est qu'il faut voir aussi en fonction de l'organisation et des compétences aussi de chacun. Si vraiment on est dans une organisation RH qui n'a jamais mis en place un SIRH, qui ne sait absolument pas de quoi il s'agit et qui a très peu de points de passante, il y a dans ce contexte-là aussi intérêt à faire appel à quelqu'un d'externe qui va pouvoir aider et éviter de créer le déséquilibre et la désorganisation. Ça peut permettre aussi finalement de gagner du temps, de l'argent, parce qu'on a vraiment un expert qui ne sera pas là non plus tout le temps, qui ne va pas non plus coûter une fortune, mais qui va permettre aussi d'aider dans la mise en place. Donc il faut vraiment juger en fonction, je dirais, du contexte de l'entreprise, aussi des relations dans l'entreprise, parce que si la RH a beaucoup de mal à communiquer avec l'IT, un entremetteur peut aussi beaucoup aider. Tiens, c'est marrant que tu dises ça. Nous, on s'entend bien, mais c'est pas toujours le cas. Ça peut arriver. C'est vrai. Donc voilà, il faut vraiment regarder en fonction du contexte, je pense. Top. Merci Andrea. Avec plaisir. Merci Bart.